nous allons commencer la rencontre autour du documentaire Lettre à Marie avec la réalisatrice Maite García Ribot. Et je vais dire en introduction, en mettant en relation différentes choses qui ont eu lieu dans le cadre de ce festival. Tout d'abord, la rencontre d'Antonio Altarriba avec l'art de voler et le dessinateur Kim. L'ouvrage et le contenu de l'ouvrage qui a été présenté hier, ouvrage sur l'histoire de la guerre civile, histoire intime d'Odette Martinez. Aussi bien la bande dessinée que l'ouvrage d'histoire sont à votre disposition à côté dans la librairie à Fnac. Et puis le documentaire que vous savez pour certains vu, et si vous ne l'avez pas vu, je suis sûre que Maïté va vous donner très envie de le voir. Alors je dirais qu'au niveau du cycle guerre civile 1936-2016, il y a deux récits qui vont se croiser, qui ne sont jamais, je vais dire, côte à côte, mais plutôt complémentaires. C'est cette histoire qu'on considère comme l'histoire issue d'une discipline académique, qui est l'histoire politique, sociale, économique et culturelle, et puis l'autre histoire qui est faite d'une histoire faite avec des récits cinématographiques, littéraires, bande dessinée, photographiques. Et c'est une autre façon de raconter cet événement que nous appelons guerre d'Espagne. Le travail de Maïté se situe dans ce que l'historien français Pierre Nora a appelé depuis déjà de nombreuses années les lieux de mémoire. Et pour Pierre Nora, les lieux de mémoire sont aussi bien la Marseillaise qu'un monument aux morts, qu'une lettre, qu'un témoignage oral, etc. Dans le cadre du documentaire que vous savez ici ce soir, ces lieux de mémoire font appel à un élément très très classique dans ce qu'est le travail de mémoire, et je vais faire référence à Marcel Proust, c'est-à-dire la Madeleine, un objet qu'on met à sa bouche, et à partir d'un sentiment, une sensation, on remémore, on se souvient de tout un passé. Dans ces objets qui sont objets ou lieux de mémoire, il y a la correspondance, les lettres. Et là, je viens directement au documentaire. Dans le film de Ken Loach, Terre et Liberté, que certains d'entre vous ont vu, le film démarre aussi au moment où la petite fille retrouve les lettres de son grand-parent. Et à partir de ce récit, on va remonter dans la guerre civile d'une génération, celle de petits-enfants, vers l'événement. Et donc, ma lecture, maintenant que vous avez vu le documentaire, donc je peux parler plus vraiment, c'est un petit peu le même point de départ et d'arrivée, c'est-à-dire les lettres, un corpus épistolaire à partir duquel la petite fille va partir, va suivre les traces de son grand-père pour remonter dans l'histoire de la guerre d'Espagne. Donc, pour vous parler de façon plus concrète sur cette histoire racontée, vécue, réalisée, faite en documentaire, donc un format d'écriture de l'histoire, je vais laisser Maïté parler de son travail, de son histoire, et ensuite on vous donnera la parole. D'accord. Bon, bonsoir. Je peux commencer à raconter un peu le film, si il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu. C'est une histoire que, comme disait Pilar, les points de départ, ils sont les lettres. Bon, je ne savais rien de l'histoire de mon grand-père. Je savais seulement qu'il était, de quelque manière, un héros. C'était l'unique récit qu'il y avait à la maison, c'était qu'il était un anarchiste, qu'il est parti pour la guerre, et après il a eu... Comment c'était? Il a tenu que cruzar. Il a dû traverser la frontière. Et bon, c'était seulement le portrait que j'avais de mon grand-père comme un héros. J'avais demandé quand j'avais 6 ans, quelque chose comme ça, parce que chaque été, on allait au village de mon grand-père pour faire les vacances. Et un jour, je pense que j'avais des idées ou de la légende ou des paroles que j'avais
entendu. Et alors j'ai demandé à mon père qu'est-ce qu'il est passé à mon grand-père. Et je me rappelle encore de ce moment-là, on était dans la mer et il me tenait. Et en ce moment, j'ai eu le courage de lui demander. Je savais qu'il y avait quelque chose de douloureux derrière cette histoire. Et il m'a dit qu'il y avait longtemps que mon grand-père a décédé. Bon. Beaucoup d'années après, quand mon oncle est décédé, ils étaient seulement 2 frères, et c'était les frères aînés. Quand il est mort, mon cousin a trouvé toutes les lettres qu'avait envoyées mon grand-père à ma grand-mère. Mon grand-père était du côté de France, dans les camps de concentration, et ma grand-mère est restée avec les 2 petits enfants dans un village à Almeria, c'était un petit village à Andalousie. Et bon, j'ai commencé à lire, mais c'était encore trop fort pour moi de lire toutes ces histoires. Et surtout parce qu'à la fin de chaque lettre, il avait un petit écrit pour les enfants. Alors c'était tout ça que son père, de l'autre côté, disait à ses enfants, des messages pour les enfants, d'étudier, d'être, comment dire, hombres... d'être courageux. Courageux et tout ça. Ouais. Bon, en ce moment, mon père a été diagnostiqué. On lui a diagnostiqué. On lui a diagnostiqué d'Alzheimer. Alors, c'était un peu comment dire, il commençait à perdre la mémoire et j'ai tout d'un coup commencé à récupérer la mémoire familière, non, avec les lettres. Et il nous a demandé d'aller voir la tombe de son père. Il n'avait jamais allé en France pour voir la tombe de son père et il faisait 65 ans. Et il n'avait jamais allé. Alors, on nous a demandé à toute la famille pour son 70 anniversaire d'aller là pour voir la tombe. Et bon, on est allé. Et là, j'ai eu les besoins d'enregistrer ce voyage. Je n'étais pas dans le cadre du cinéma à ce moment-là. Je travaillais à une autre chose, rien à voir avec le cinéma. Mais j'ai eu ce besoin, j'ai demandé à mon cousin de me prêter son vidéocaméra. Et alors, bon, j'ai commencé à enregistrer. Aussi, j'ai fait une interview à mon papa. Et pour la première fois, je lui demandé des choses, de savoir qu'est-ce qu'il est passé. Et il m'a raconté, comment c'était, bajo su punto de vista, non? Sous son point de vue, d'après son point de vue. D'après son point de vue. Ça qu'il a vécu, non, avec sa maman. C'est-à-dire l'autre côté des lettres, il m'a raconté. Oui, c'est ça. Et bon, là, petit à petit, ce projet a commencé à grandir. J'ai fait le projet et j'ai sollicité. J'ai demandé. Pour entrer dans un master de documentaire et ils m'ont sélectionné ce projet. Alors, dans les masters, j'ai développé le projet et après les masters, j'ai demandé une aide pour aller faire la recherche et le mémorial démocratique. C'est une institution en Catalogne qui appuie, qui soutient toutes ces recherches sur la mémoire, m'ont donné une aide pour aller en France pour faire la recherche. Alors pendant 3 mois, j'ai eu l'occasion d'aller à Toulouse, que c'était la ville où mon grand-père a eu 9 mois de liberté en France. Alors c'était, comme tu disais, non, le lieu de mémoire. Pour moi, c'était très important d'aller là où mon grand-père a vécu. Et la première chose que j'ai fait a été aller à tous les endroits où il a été. Non? J'étais devant une chambre vide
Mais je savais que là, il y a eu un camp de concentration. J'avais les... Alors j'ai commencé la recherche, les archives et tout ça. J'avais comment dire, les plans du camp. Je savais en quelle baraque il a été. Alors j'ai cherché d'aller sur les mêmes points où il a été. Non sais, j'ai eu ce besoin d'aller à le même endroit. Peut-être pour toucher en quelque manière cette passé qu'on n'a eu pas dans la mémoire familière. Et après, on a commencé à aller à tous les archives. Ça, c'était un peu obsessif. Obsessionnel parce qu'on commence à trouver beaucoup d'informations. Et chaque jour était un pas plus grand pour arriver à remplir tous les vides que les lettres ont laissés, non? Parce que les lettres ne sont pas complètes. J'ai seulement celles que mon grand-père a écrites à ma grand-mère, mais pas celles que ma grand-mère a écrites à mon grand-père. Alors, avec toute la recherche, j'ai eu le dossier des réfugiés de mon grand-père, alors je pouvais voir ça qu'il écrivait et ça qu'il passait sur le camp, parce que chaque jour, les gardes et tous les responsables du camp écrivaient ça que faisait un rapport. C'était un rapport de tout ça qu'il est passé. Il y avait aussi des rapports sur le contenu des lettres. Il y avait un rapport de toutes les activités qu'il y avait dans les camps. Il y avait un rapport sur la surveillance sur les internets. Sur les internets, oui. Sur leurs activités politiques, sur leurs activités... Enfin, c'était tout, là. Alors, c'était comme un miroir, non? D'un côté, j'avais les lettres où il racontait peut-être en version plus douce. Et de l'autre côté, j'avais les rapports du camp où on pouvait voir la réalité plus cruda. Oui, plus crue, la réalité crue de la situation. Et bon, après ça, j'ai été 3 mois, très intéressant. À la fin de l'investigation, j'ai trouvé la dernière photo de Pedro, 10 jours avant de sa mort. Et ça, c'était le point plus culminant de la recherche. Le point d'orgue. Parce que j'avais les photos quand il a passé la frontière. Et après, on pouvait voir aussi, non, tout ça, tous ces parcours. Ce parcours territorial, non? On pouvait voir aussi dans les images les parcours émotionnels et les expériences qu'il avait vécues. Et qu'il avait marqué sûrement. Pendant les 4 ans qu'il a été à l'exil. Bon, et après ça, le master a décidé que mon projet doit être produit. Et on a trouvé un producteur et on a fini le projet à la fin de 2014-2015. Et c'est ça, et aujourd'hui c'est ici. Ça veut dire que j'étais 10 ans, non? 10 ans? Oui, 10 ans. Avec ce projet à côté, on dit. Et bon, je ne sais pas si quelqu'un aussi... Moi, je vais poser juste une question, mais je ne vais pas monopoliser. Est-ce que pour un documentaire comme celui-ci, tu as eu un historien ou des gens venant de cette connaissance, disons, de la période qui t'ont accompagné, etc. Bon, pendant la recherche, j'ai fait des interviews. Non dans la production de film ou la pré-production de film, avant, quand j'étais seule, on disait, en train de faire la recherche. Et j'ai fait des interviews à des historiens, aussi je lis Dreyfus, tous les auteurs qui ont parlé du camp, mais aussi avec toute la documentation qu'il y a dans les archives, on peut se faire une idée de ça qu'a signifié
l'arrivée de tous ces réfugiés en France, non? Ça a été medio million, non? 500 000, 500 000 réfugiés qui sont arrivés tout d'un coup en France. Alors, bon, avec aussi, j'ai vu la presse, j'ai fait un peu la recherche. Une question plus technique, puis j'arrête. C'est quand on voit un documentaire comme le tien ou les autres documentaires qui étaient en compétition au festival et qui vont être montrés encore, on a l'impression que lorsqu'il s'agit de récits de vie ou qu'il s'agisse aussi d'un projet plus personnel, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est la question du scénario? Est-ce que dans ton cas, ton récit mémoriel est en même temps ton scénario? Comment tu as procédé? Hein? Alors, oui, mais il y avait beaucoup d'informations. J'avais plusieurs personnages au début, parce que j'avais aussi Maria, j'avais aussi Cayetano, que est le frère de mon grand-père. J'avais aussi l'ami de mon grand-père, Arbó, Joaquín Arbó. J'avais des lettres de Joaquín Arbó et j'ai eu la chance de trouver à sa épouse, son épouse, qu'elle était encore vivante. Alors j'avais beaucoup de personnages et pour moi c'était très difficile de choisir. La direction, non? De dire ça peut être dans le film ou pas. Et alors, j'ai commencé à travailler avec Elias León Siminiani, c'était un cinéaste espagnol. Et le travail qu'on a fait ensemble a été de focaliser, centrer le film sur les points fondamentaux que étaient mon père, moi et mon grand-père. Et à la fin, cet axe a été la direction, le fil conducteur du film. J'essayais de mettre Maria, mais à la fin, Maria toujours a été avec moi. C'est-à-dire que mon père m'a raconté à travers les contes. Les cuentos infantiles. Oui, les contes infantiles. Si, il m'a raconté quand j'étais petite des contes de les petites chèvres de son village et tout ça. Des récits comme ça, des histoires. Il a inventé, mais toujours il y avait Maria qui a traversé les récits. Non? Alors pour moi, Maria à la fin était avec moi. C'était pas un besoin de la trouver. D'accord, de la trouver, oui, tout à fait. Et voilà, je vous donne la parole. Je suis sûre que vous avez des questions à poser à Maïté. Est-ce que vous pensez qu'elle lui a écrit à votre grand-père? Pardon de la question, mais pour moi la question demeure. Est-ce que les lettres ne sont jamais arrivées, elles ne sont pas revenues vers vous? Est-ce que tout simplement elle lui a répondu? Alors, non, elle a répondu. Mais à la fin du film, il y a des lettres que Pedro dit qu'il y a beaucoup de temps qu'il ne reçoit pas de réponse. Et ça, c'est parce que lui a passé dans les côtés occupés de la France. Alors, la correspondance était plus compliquée. Il y avait aussi la censure de les lettres de Maria. Mais lui a reçu les lettres parce que dans les lettres aussi, lui répond les choses qu'elle demandait dans d'autres. Je ne sais pas si elle répond du tout. Si. Il y a dans votre film une couche très importante qui est celle des images d'archives. Et je me demande quel a été votre critère pour sélectionner les images? Est-ce que vous cherchiez des images qui correspondaient directement aux
fait du moment dont il s'agissait, ou c'était plutôt parfois une recherche d'images qui était évocatrice de ce qui se passait dans la vie de votre grand-père? Quelle était la façon dont vous avez géré le choix des images d'archives? Alors, pour moi, c'était important de trouver un peu cette image que j'avais de l'exil. Alors, je cherchais plus les images évocatrices et surtout celles qui n'avaient un contact direct avec le texte. Celles qui entraient en contact direct, d'accord. Pas des images qui illustrent. Oui, qui illustrent. Pas des images qui illustrent le texte, mais celles qui mettent en tension, en contradiction les lettres. Parce que les lettres, beaucoup de fois, ils sont écrits avec un langage double. Un langage double. Si, avec un double sentido. Oui, avec un double sens. Ouais, avec double sens. Et je voulais faire le même jeu avec les images et les textes. Il y a un passage qui dit « Je suis une autre fois malade, je suis passé par la clinique et maintenant je vais dans le camp. Je vais au camp pour me récupérer. » Et ça voulait dire qu'il a été encore une fois détenu. Arrêté. Il a passé par la prison et maintenant c'est dans le camp de concentration. Et toujours il y a cette jeu double sens parce qu'il y avait la censure. Alors il ne pouvait pas dire les choses directement. Non? Alors, mais aussi, ça c'est pas dans les films parce que c'était trop compliqué de raconter. Mais les lettres, Pedro les a signées comme une amie de ma grand-mère. Il les signe comme Pepita. Une amie qui est en France et qui lui raconte et tout ça. En plus. Mais c'était trop compliqué pour raconter qui est Pedro, qui est Maria, qui est Pepita, qui est Cayetano, qui est Pedro Flores. Alors on a simplifié un peu. Mais je voulais conserver ce jeu avec les images et les textes. Mais bon, c'était des choses plus difficiles. Ça a été choisir dans les images d'archives parce qu'il y a tellement de temps et aussi belle, on dirait, non? Au sens émouvante et de significat. Avec un grande signification, oui, avec, qui sont impactantes aussi. Mais bon, à la fin, on a fait un peu la réduction. Oui. Je voudrais vous poser une question sur un passage qui m'a beaucoup frappé. C'est quand vous parlez avec ce monsieur sur le mur, là, où vous détectez qu'il ne retrouve pas les pierres. Vous vous rappelez? Et là, effectivement, vous êtes aussi critique de votre propre travail, de savoir qui est-ce qui dit la vérité, quelle est la vérité, où est-ce que ça se trouve. Et puis un autre passage, c'est quand ce monsieur-là parle du geste de votre grand-père et qu'il critique ce geste. Il a quitté sa famille, mais pour rejoindre le mouvement. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Sí. No, crítica en relación con la verdad, ¿sabes? La verdad de lo que, exactamente, la verdad también de lo que enseñas en tu película. Vale. Bon, ça c'était un élément que je voulais aussi jouer, que c'est l'imagination. Parce que l'imagination toujours un lieu dans la mémoire. Quand il te manque des éléments de la mémoire, non, pour remplir. Voilà. Et je voulais dire, non, avec ça, je voulais dire qu'avec l'imagination, on peut aussi remplir cette vie. Et après, avec ce messieurs-là, j'ai voulu, je sais que c'est un point de vue, comment diríamos,
difícil, ¿no? Bueno, no difícil, comprometido. No sé cómo decirlo. Engagé No, avec un compromis. porque él critica el hecho de haberse ido y qué hubiera pasado si se hubiera quedado. O sea, es un punto de vista... Critique. Sí, no me sale la palabra. Bueno, j'ai voulu le maintenir dans le film parce qu'en Espagne, il y a eu des gens qui avaient ce sentiment d'être abandonnés. Par exemple, Dolores, c'est la sœur de ma grand-mère, et Cayetano, c'était son mari. Elle était deux frères, ils étaient ensemble avec deux frères, non? Maria et Dolores et Cayetano. Et Dolores, elle a eu toujours le sentiment d'avoir été abandonnée. Elle a compris jamais pourquoi son époux, non, son mari, oui, est parti et pourquoi l'a laissée là, toute seule, avec toutes les difficultés, avec des enfants et tout ça. Alors je voulais maintenir ce témoin. Je sais que c'est un peu, est-ce que je sais comment dire la palabra? Comprometido. Oui, c'est la critique de... Non. Non, c'est une critique de l'engagement. Si, arriesgado. Si. Ah, d'accord. Parce que c'est une vision différente de celle que j'ai. Mais aussi, je voulais qu'elle était dedans le film parce que moi aussi, quelquefois, j'ai pensé. Et aussi, ce pensement de dire pourquoi. J'ai eu cette pensée, oui. Ou qu'est-ce qu'il y aurait passé si lui aurait était resté, non? Mais c'est vrai que c'est un témoin un peu difficile. Équivoque, ouais. Alors, sur la voix off. Parce que c'est vrai qu'au niveau des documentaires, simplement en tant que spectatrice aimant beaucoup les documentaires, il y a toujours dans la quantité de documentaires qu'on peut voir de différents pays, mais bon, concrètement, là c'est le cinéma espagnol, des points de vue des réalisateurs assez différents par rapport au rôle de la voix off. Alors, dans ton cas, exactement. Quel est... Vale. Ah, d'accord. Alors, je ne voulais pas faire de reconstruction. Je voulais travailler avec ça que j'avais, les objets, les endroits, les photos, les témoins, les archives et tout ça. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas les raconter sans voix, non? C'est-à-dire les émotions, ou tout ça que je savais. Et au début, avec Siminiani, on a fait de différentes voix. La mienne, après il y avait un autre qui racontait, c'était la del cronista. Du chroniqueur. C'est des chroniqueurs qui racontaient l'histoire plus d'un point de vue plus objectif. Oui, c'est ça. C'est très bien. Mais quand on était dans le montage, on a essayé et j'avais l'impression que c'était à moi à raconter toute l'histoire. Tant mes émotions comme l'histoire. Et à la fin, j'ai commencé à essayer. C'était les choses pour moi plus difficiles du film parce que c'est pas évident de faire la locution. C'est très difficile. On commande, après on s'écoute et dit voilà, non, de s'enregistrer, c'est difficile. Ouais, de s'entendre après. J'ai eu une personne qui m'aidait, mais j'étais aussi de 8 mois j'étais enceinte. Ah, oui, enceinte. Alors j'avais le diaphragme totalement remonté, oui. Et a été une expérience qu'après ça, j'ai dit jamais je recommencerai. Non. Ça se sent pas, non? Mais bon, à la fin, c'était je devais faire comme ça et bon, c'est plus ou moins.
Maria, c'est la grande absente là, du film. On se pose beaucoup de questions. Votre père ne vous a pas parlé de sa mère tellement. Quels étaient ses sentiments pendant tout ce temps-là oui. Oui. Mon père, je disais avant non, que quand j'étais petite, mon père me racontait des récits inventés de son village, de les chèvres et tout ça. Et toujours, Maria, c'était un personnage qui traversait ces récits. Alors, je savais beaucoup de choses de Maria. Alors, je n'avais pas le besoin de remplir cette vide, parce que je n'avais pas cette vide. Je la connaissais, non personnellement, mais je savais de Maria. Je ne sais pas si vous... Qu'est-ce qu'elle a pensé pendant qu'elle était toute seule D'accord. Parce que nous, on a besoin de savoir. Ah, d'accord. Est-ce que, je ne sais pas, Ouais. votre père, il a perdu sa mère quand il avait quel âge Si, d'accord. Si, non, je vous raconte. Alors, pour ça que m'a raconté mon père, est-ce que Maria a eu beaucoup de difficultés parce qu'elle était rouge. Alors, dans les villages, à l'époque. dans les villages, il y avait, tout le monde se connaissait, alors tous les rouges étaient pointés. Et c'était difficile de travailler aussi si tu étais rouge. Elle était avec des enfants, elle a fait de tout. Il y a une histoire que mon père toujours m'a racontée, que Maria louait un animal, comment se dit, un asno, Un âne. pour traverser le désert, pour aller dans d'autres villages, pour acheter des habits, tissus, des tissus, pour les vendre clandestinement dans son village. Et aussi, elle, comment se dit, amassava pan. Elle faisait du pain. Pour les voisins ou des fromages. Elle achetait un petit chèvre pour vendre la lait, faire des fromages et tout ça. Et elle a toujours eu l'espoir de se retrouver avec Pedro. Ils ont essayé de voyager en France pour se trouver avec Pedro. Mais après avoir fait tous les papiers, tous les documents, elle s'est rendue compte qu'elle lui manquait un tampon, un visa. Un visa pour... Alors, elle, pour ça que je peux lire, c'était une histoire d'amour. D'amour aussi, non? Toujours les lettres ont cette... comment ça fait? Oui, on sent dans les mots l'utilisation, enfin, ce sentiment d'amour à travers les mots. Et aussi de désespération. Et oui, de désespoir aussi. Parce qu'il y a un moment, après 3 ans, qu'on perd l'espoir et on dit qu'est-ce qu'on fait ou comment on peut faire, non? Et Pedro toujours était là pour dire... toi dois être forte parce que si il y a quelque chose qui te vient, si te passe algo, si quelque chose t'arrive, les enfants resteront toutes seuls. Alors toi d'être forte, tout ça. Alors Pedro est décédé le 43 et Maria l'année 50. Quand mon père avait 14 ans, ou non, le 49, elle est partie avec les enfants à Barcelone pour se retrouver avec sa sœur. Elles ont vécu tous ensemble, mais avec la mala suerte. Avec la malchance. Malchance qu'après un an, elle est décédée d'une épidémie de grippe. Alors, mon père avait là 16 ans ou quelque chose comme ça. Et bon, ils ont resté... Chez la tante. C'est avec la tante. Je ne sais pas si j'ai répondu, c'est tout ça. Si. Non, c'est vrai, cette question, c'est toujours... On toujours me la pose, non? Avec les films, parce que tu dis, et Maria?
Elle est, comme dirait, hôte de chambre Hors champ. hors chambre de film parce que bon, elle est là, mais on ne sait pas tous les détails de Maria. C'est vrai. En fait, pour prolonger ta question, on vous pose ces questions sur votre grand-mère parce que vous parlez très bien de l'exil extérieur, qui pour nous est l'exil chez nous. Quand votre grand-père travaille pour l'organisation TOT, il travaille aussi pour des gens qui veulent nous faire exiler de nous-mêmes. Et votre grand-mère, elle représente l'exil intérieur. L'exil intérieur, on en parle beaucoup moins ou beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de vous savoir comment on arrivait à survivre à un drame personnel et aussi un drame historique. Non, ça c'est très intéressant. Bon, maintenant, je suis un petit projet qui parle de ça, de l'exil intérieur, non? Parce que c'était l'autre jour, non, d'être qui racontait que c'est un mort civil, un mort politique, non, et un mort aussi pour moi émotionnel. Il doit, non, les personnes qui ont cet exil intérieur doivent tuer toutes les façons de sa vie pour survivre. Et surtout les femmes en Espagne ont eu un rôle très important dans cet exil intérieur, non? Parce que beaucoup d'hommes sont partis pour l'exil. Et elles ont dû rester, non, en Espagne avec toute la répression et surtout. Et aussi, les femmes ont dû tuer son genre, son género. Oui, le genre féminin en elle. Féminin, parce que dans la République, elles ont eu beaucoup de droits qu'après, avec la guerre civile et avec la post-guerre, le franquisme, ont perdu. Et en plus, sont amenés de l'autre côté. À l'autre extrême. À l'autre extrême, non? D'être. Bon, il y avait dans le franquisme comment ça s'appelle? Los libros. Les livres. Si, les manuels d'être les bonnes épouses. Alors, tu peux imaginer, non? Une femme qui a vécu dans la République, a eu l'occasion de voter, de l'émancipation, le divorce et tout ça, et tout d'un coup, doit apprendre un manuel pour être la alors, c'est aussi la mort du genre. Du genre. Et pour moi, c'est très étonnant. Et maintenant, je suis en train de faire une petite recherche sur les femmes et la mémoire. Là, je fais une prolongation parce que dans la librairie que vous savez à côté, et donc que la FNAC, qui est partenaire du festival, vous propose, il y a un roman extraordinaire d'un écrivain exilé en France, Agustín Gómez Arcos, Maria Republicain. Et je ne vais pas dévoiler le sujet parce que s'appelait Maria Republicain. Après la guerre civile, c'est déjà en soi une provocation pour un régime qui est anti-républicain et qui met les femmes dans le rôle des femmes épouses et l'ange du foyer, disait-on dans les manuels scolaires. Donc, une femme qui s'appelle Maria Republicain va avoir un rôle qui va être extrêmement difficile. Et Agustín Gómez Arcos, qui arrive en France dans les années 60, écrit ce roman en 83. Et il l'écrit en français, alors qu'il ne parle pas français en arrivant en France. Et pour lui, la langue française, c'est la langue de la liberté. La langue espagnole, c'est la langue de la dictature. Et là, c'est vraiment un hommage à ces femmes, donc à Maria et à d'autres femmes, qui sont passées d'un régime de liberté, du droit de vote, comme l'a dit Maïté, à ce que le régime en a fait. Mais je pense que c'est un roman qu'il faudrait découvrir à la faveur du festival, parce que finalement, l'écran vous amène à la lecture, à l'histoire, au débat, et c'est un peu ce qu'on voulait pour le festival. Bon, siguiendo tu propuesta, yo os propongo, os propongo también de Gómez Arcos, El Niño Pan, que pour moi m'a aidé beaucoup à avoir une idée de celle que mon
père et son oncle ont vécu dans ce village, parce que c'est un roman qui est écrit dans le point de vue des enfants. Et c'est extraordinaire. C'est un roman. Et aussi, les romans m'ont aidé à avoir une idée, non, de l'histoire. Nino Pan, c'est ça? Pan. L'enfant pain. Et il y a donc dans la même veine du même écrivain, c'est Ananon. Ah oui. Donc toujours le prénom et avec la négation. Et c'est vraiment une sorte de roman picaresque du XXe siècle où une mer du sud de l'Espagne traverse toute l'Espagne en suivant la voie du chemin de fer, en ayant un morceau de pain qui devient ranci au fur et à mesure que le temps passe, pour l'amener à son fils qui est emprisonné dans une prison du nord de l'Espagne. On ne dit pas plus que ça, mais Agustín Gómez Arcos, c'est vraiment un écrivain des années 80 dont la traduction en Espagne a été très tardive et dont l'Espagne n'a jamais su accueillir cet écrivain, ce qui prouve encore une fois de plus qu'il y a toujours un problème de mémoire. Et que ce genre d'intellectuels comme les cinéastes, peut-être que tu peux parler aussi de ton film en Espagne. À la faveur de ça. Je ne sais pas si je vais parler de ça. Bon, non, le film a mieux, comment se dice, Fonctionné? mejor acogida Oui, un meilleur accueil. en France qu'en Espagne. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles ont été les circonstances ou la promotion, ou, je ne sais pas. Mais ici a été déjà 2 fois. À Toulouse, on a gagné le prix à meilleur documentaire, et ici à Nantes. Et en Espagne, on n'était pas en aucun festival. Alors, je suis un peu triste. Alors, je ne sais pas si je vais raconter ça. Non, mais je pense que, indépendamment de ce que nous, organisateurs du Festival de cinéma espagnol, nous produit toujours une grande frustration, c'est de voir que des films programmés ici n'auront pas de sortie en Espagne, ce qui est pour des programmateurs du cinéma espagnol toujours frustrant, mais ça explique beaucoup de l'histoire de l'Espagne du temps présent. Bon, je pense aussi que, comment se dit, à force de répéter cette phrase de dire encore un film de la guerre civile, encore un film de la guerre civile. Ça, c'est une phrase qui s'utilise beaucoup en Espagne. On l'entend beaucoup, oui. On l'entend beaucoup. Mais on a vu beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale, on a vu beaucoup de films sur la guerre des Américains et tout ça. Et ce n'est pas vrai qu'il y a aussi tant de films sur la guerre civile, parce qu'on peut voir la guerre civile avec différents points de vue. Tout à fait. Et alors, je pense que cette phrase a pénétré dans le cerveau, et la gens disent encore un film de la guerre civile. Et je pense que c'est ça le motif pour lequel... Quand Carlos Saura a sorti son film avec Carmela, qui est un film culte sur la guerre, et qui est vraiment un film de référence, toutes les critiques cinématographiques et politiques étaient la même phrase. Encore un autre film, toujours Carlos Saura qui revient sur la guerre civile. Alors qu'à cette époque-là, dans les années 90, c'était rare de voir un film qui est ce point de vue, du point de vue des saltimbanques, des comédiens. Donc c'était notre point de vue, ce n'est pas la guerre de front. Il n'y a pas eu en Espagne un seul film comme le film de Ken Loach, Terre et Liberté. D'ailleurs, produit par l'Espagne. Produit par l'Espagne. Et les cinéastes espagnols disaient on aurait aimé avoir la possibilité de faire un film de cette ampleur. Mais je pense que des documentaires comme celui de Maria, comme d'autres documentaires et fictions que nous proposons cette année, je pense que peut-être que dans la transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et la façon dont elle pourrait se décanter, donc on a parlé tout à l'heure des mareas et les marées qui vont et qui reviennent. Hein? Donc c'était les propos d'un des cinéastes, peut-être que la marée va revenir et va nous permettre à travers la mémoire de faire aussi
et notre projet politique avec un LP majuscule. Mais donc ce documentaire amène aussi à ça, à parler beaucoup du présent en fait. C'est la marée de la mémoire. Il faut qu'arrive en Espagne surtout. Ouais, ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Maria? Parce qu'on souffre beaucoup. Je l'ai vu 2 fois. Et je pensais davantage à Maria qu'à ton grand-père, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas parce que c'est le titre, hein, mais je m'interrogeais, est-ce que c'est ça que tu te posais explicitement ou implicitement quand tu as fait le documentaire? Si pensabas más al hacer el documental sobre tu abuelo o sobre tu abuela. Alors, ça c'était un très difficile choix. J'ai commencé à faire toute la recherche sur Pedro et j'ai trouvé beaucoup de choses ici en France sur la vie de Pedro. Après, je suis allée à Gergal, le village de mes grands-pères, et j'habitais là pendant 3 mois pour chercher des informations et tout ça. Bon, l'archive, on était vendu à peso. Au poids? Au poids, dans les années 40 à 50 ou 60, je ne sais pas. Alors, il n'y avait rien. Bon, les gens qui pouvaient connaître Maria étaient des enfants quand Maria était là. Alors, cette mémoire-là était un peu difficile, non, de traiter parce que c'est une idée très différente de celle que j'ai cherchée, non, sur Maria. Et après, pour ça que je disais au début, non, que pour moi, Maria n'a été jamais un manque. Ausente, ou absente dans la famille. Elle était toujours là dans la famille. C'était pas comme Pedro qu'il n'était pas dans la famille, non? Il n'était pas dans les cercles familiers, comme digamos, virtuels, non? Virtuel, oui. Ouais. Il est tout d'un coup, quand il est parti, quand il s'est exilé, il a disparu de la mémoire. Il n'y a aucune personne qui pouvait être avec lui pour mantenerlo vivo. Pour le maintenir vivant. Dans la mémoire familiale. Et cette coupure qu'il fait que Pedro n'était pas dans les cercles de mémoire familière. C'était ça. Mais bon, je suis allée au village pendant 3 mois avec l'idée d'être Maria, quelquefois. C'est un peu bizarre, non, de raconter, mais c'est comme ça. Je suis allée là pour être en su lugar, para meterme. Me mettre à sa place. Pour me mettre à sa place, pour lire les lettres dans ce côté de l'histoire. Et j'ai fait aussi des promenades pour le désert, et bon, un peu plus, comment digamos, experiencia más. Comme une expérience plus personnelle. Plus personnelle. Mais après, dans les films, à la fin, j'ai décidé qu'il n'y avait pas des informations, suffisantes d'informations. Assez d'informations. Pour être comme un personnage. J'essayais de les mettre dans le premier montage. Elle était là, mais toujours j'ai senti que ce n'était pas ça que je voulais raconter. C'était plus l'axe mon grand-père, mon père et moi. Comment cette mémoire a traversé les 3 générations. Et bon, à la fin, a fini comme ça. Il y avait quelqu'un, non? Pour en revenir à celui qu'on peut appeler l'homme aux pierres, là. En fait, il fait le procès de Pedro et il rend sa sentence.
il aurait été condamné à tant d'années de prison. Est-ce que ça a un fond réel ou est-ce que c'est lui qui dit ça? Bueno, alors quand la guerre est finie, Franco a demandé de faire la causa générale. Ça veut dire... Cause générale. C'est la cause générale. A demandé à chaque ville, chaque village de faire un rapport de toutes les personnes qui ont eu une relation avec la guerre du côté gauche, on disait. Et alors, les maires, la Guardia Civil, la garde civile, el cura, les curés, y, bueno, las fuerzas, les forces militaires et tout ça, les institutions, ouais. On fait ces rapports pour chaque personne. Et ils ont eu los juicios militares, des jugements militaires, qui en realidad era un paripé, qui en réalité était une sorte de cirque finalement. No era un juicio real. Voilà, c'était pas un vrai procès. Y entonces era muy aleatorio. Había distintas categorías que eran, pues, ayuda, auxilio a la rebelión. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero habían como distintas categorías según la implicación que habían tenido en la guerra. Y eso significaba... Perdón. Sí, en fait, il y avait des listes avec des différentes catégories, comme ceux qui avaient aidé à la rébellion, ce genre de choses. Le niveau d'implication, voilà, dans la rébellion. Sí, bueno, es gracioso porque los propios sublevados, los propios rebeldes, llamaban rebelión a los que estaban defendiendo un gobierno democrático elegido democráticamente. O sea, invirtieron los términos para acusar de rebeldes al bando que legítimamente estaba defendiendo. En fait, les propres rebelles, c'est-à-dire les vrais rebelles, qui étaient ceux qui avaient fait, comment dire, qui étaient venus envahir en quelque sorte l'Espagne, parce qu'à ce moment-là, il y avait un gouvernement démocratique, et c'est eux qui sont venus, donc les franquistes, envahir l'Espagne. Et eux-mêmes, donc, qui étaient rebelles, ont surnommé ceux qui étaient en fait au gouvernement et donc en Espagne, les rebelles. Ils ont inversé leur propre rôle, finalement. Entonces, bueno, era muy aleatorio el tema de los juicios y, bueno, cada categoría tenía unos años de condena y de pena, pero dependía mucho de quién estuviera en el tribunal, dependía mucho de quién estuviera en las prisiones, dependía mucho de la región de España. En Andalucía fue muy duro porque estaba Queipo de Llano, en fin, habían varios generales que lo habían tomado como una venganza. Entonces, bueno, dependía mucho de la suerte que tuvieras. Entonces no se sabe qué hubiera pasado realmente con Pedro. Es verdad que en Andalucía no habían papeles, pero eso no era un problema, porque en Barcelona hubieran encontrado, aunque los archivos de la CNT se los llevaron fuera a Ámsterdam. Entonces, bueno, era más difícil, pero vaya, que con testimonios de vecinos hubieran podido coger a Pedro. C'était très aléatoire, hein, ces procès, parce que et les années qui leur donnaient de prison dépendaient vraiment du tribunal, qu'il y avait dans le tribunal, et aussi des régions en Espagne, parce que par exemple en Andalousie, la répression était très dure, parce qu'il y avait des généraux là-bas qui ont pris cela comme une vengeance, et donc ça dépendait un petit peu de la chance que tu pouvais avoir. Mais pour ce qui est de Pedro, finalement, les papiers, tout ce qui était archives et tout ça, du CNT était parti à Amsterdam. Donc, ils n'auraient pas trouvé vraiment de preuves administratives. Mais ils auraient pu très bien avoir des témoignages de voisins et avec cela, pouvoir l'inculper. Donc, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il aurait pu lui arriver. Sí. En fait, Dolores
hubo beaucoup de registros, ¿cómo se llama? De registre de... En la casa. Ah, de fouilles, d'accord, je Sí. sais pas. Iban periódicamente a casa de Dolores en Barcelona porque sabían que allí habían vivido dos anarquistas, que eran su marido y Pedro. Entonces iban periódicamente a buscar, a ver si encontraban alguna prueba o algo para, bueno, para poderlos acusar. Aunque estuvieran en el exilio, también la causa también se abrió para todos los que estaban exiliados. En fait, chez Dolores, donc qui vivait à Barcelone, il y avait des fouilles comme ça constantes parce qu'ils venaient voir s'ils arrivaient à trouver des preuves pour pouvoir les inculper. Donc Pedro et le mari de Dolores, qui étaient anarchistes, parce que ils savaient très bien que ces anarchistes avaient vécu chez Dolores, donc et de les inculper même s'ils étaient en exil en France. Bueno, hay una cosa que yo no encontré, pero que sí se sabía en la familia, y de hecho en una de las cartas se intuye de alguna manera que había habido una denuncia por parte de un vecino en Barcelona culpando a Pedro y a Cayetano, y por eso todos estos registros, ¿no? O sea que no solo era la suerte que tuvieras en el tribunal, también era la relación que pudieras tener con tus vecinos y la venganza que quisieran tener hacia ti, ¿no? O sea que era todo una cuestión de mala suerte en realidad, ¿no? Il y a aussi un élément que je n'ai pas retrouvé, mais qui apparaît, qu'on ressent dans une des lettres, c'est qu'il y a eu un voisin qui a dénoncé justement Pedro et Cayetano, qui aurait donc dénoncé Pedro et Cayetano. Donc en fait, c'était pas juste la chance d'avoir des gens au tribunal qui étaient plus généreux, on va dire, mais c'est également la relation qu'on pouvait avoir avec les voisins. Et si jamais il y en avait un qui avait une envie de vengeance, eh bien là, on pouvait justement en pâtir. Donc on va dire la dernière question, parce qu'il y a bébé qui réclame maman. C'est pas une question, c'est pour vous dire combien j'apprécie votre film, parce que toute proportion gardée, si on s'intéresse à la France et à la guerre et à la question des prisonniers et de leurs épouses. Il n'y a jamais eu, quasiment pas, de documentaire de fait qui a interrogé la parole des femmes pour les maris des prisonniers. On en parle très peu, même dans les familles. Ça, c'est un beau travail. En Francia no se ha hecho muchos documentales sobre la parte femenina precisamente de las guerras. Entonces es por eso que le aprecio mucho su documental, aunque no se hable precisamente, pero se incluye, se siente y se... Merci. Donc, merci à Maïté de nous avoir consacré tout d'abord ce temps, d'avoir fait ces merveilleux documentaires, de nous avoir donné à réfléchir, et ça va continuer. À Victoria d'avoir assuré la traduction, et puis à vous tous d'avoir été ici cet après-midi. Donc, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.